Et bonjour à toutes et à tous, on est parti, nouvel épisode du podcast Méditation avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre Lacharme, qui est investisseur immobilier, business angel, auteur de plusieurs livres et pratiquant de JJB. Donc on va pouvoir explorer tous ces trucs-là ensemble. Ça me fait bien plaisir de pouvoir parler de tout ça, de mettre en avant, Alexandre, ton parcours, ta vision, ton message. Et comment ça va? Dans quel esprit tu es aujourd'hui? Merci Paul pour ton invitation. Je suis très content de partager ce moment avec toi et avec les gens qui vont nous écouter. Écoute, je suis dans un très bon état d'esprit, positif. En ce moment, je fais beaucoup de yoga aussi, Mhm. parallèlement au JJB. Et du coup, quand je fais du yin yoga, tu vois, une séance assez calme le soir, le lendemain matin, je suis en forme et j'essaie de faire un peu de méditation au réveil aussi. Donc, je suis dans un état d'esprit vraiment clair où j'essaie de plus en plus de prendre du recul avec toutes les activités que j'ai pour pouvoir faire les bons choix sur la suite. Ok, chouette. On va pouvoir parler de yoga, de méditation, de comment ça te sert dans ta vie d'entrepreneur, Ouais. de sportif. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un petit peu dans ton parcours, notamment dans l'entrepreneuriat, le business? Donc toi, tu t'es lancé dans l'investissement immobilier et notamment spécifiquement dans les parkings. C'est bien ça, hein? Ouais, Est-ce que c'est marrant. tu peux nous raconter l'histoire de tes premières découvertes dans ce milieu-là de l'achat de parking? Hmm. Bah écoute Paul, avec plaisir. C'est vrai que c'est atypique, parking. On se dit qu'est-ce que ça fout là. Soit les gens sont très curieux, ou soit Mhm. ils trouvent ça un peu bizarre, mais c'est assez clivant comme sujet. Écoute, moi j'ai toujours été passionné de sport. Ouais. Je suis ceinture noire du JB aujourd'hui depuis quelques mois maintenant, mais j'ai Mhm. toujours fait énormément de sport et j'ai toujours été ambitieux et je te raconterai par la suite dans notre échange que la compétition, je l'ai mise non pas forcément dans le sport, mais je me suis servi du sport pour mettre de la compétition plutôt sur mes business. Mhm. Tu vois, j'ai fait ce parallèle-là. Et pourquoi le parking? Parce qu'à l'époque, j'étais en alternance, j'étais commercial en alternance. Ouais. Je faisais une école de commerce à Paris qui s'appelait Négocia puis Novantia et il fallait trouver un boulot de commercial. Donc au départ, tu pars tout en bas de l'échelle, tu vois. Et puis commercial, faut un bon mental aussi, hein. Ça, Mhm. attention, hein, c'est. Tu faisais euh, du porte-à-porte, des trucs j'ai comme fait du ça ou? porte-à-porte, ouais. Je pense que tu vois, c'est Ouais. un des métiers dans une entreprise où il faut peut-être le plus de mental parce que c'est extrêmement difficile. Pour moi, j'assimile un très bon commercial presque à un sportif de haut niveau, hein. C'est vraiment beaucoup de sport et j'ai commencé tout en bas. J'ai vendu des photocopieurs en porte-à-porte au départ. Ok. Donc j'allais sur le terrain et j'avais pas mon photocopieur sous la main, mais je devais Mhm. racheter les contrats existants pour placer nos nouveaux contrats. Donc j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait beaucoup de phoning, comme on dit, de prospection Mhm. téléphonique pendant 3 ans dans la deuxième boîte. Et du coup c'était très très compliqué économiquement, mentalement aussi. Mhm. Parce que c'était très sportif et du coup en parallèle je faisais beaucoup de capoeira. À l'époque je faisais pas de JB, mais Mhm. je faisais de la capoeira parce que j'ai découvert ça en 2000, à partir d'été 2000. Euh, et du coup, ça me permettait de souffler. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, c'est très bien tout ça, mais tu as la force à 20 et quelques années, mais peut-être qu'à 30, 40 ans, tu auras moins la force, donc il faut te sécuriser. Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à me renseigner sur du contenu, comme je le fais aujourd'hui avec ton contenu, mais sur les finances personnelles. Donc je tape dans Mhm. Google, dans YouTube, etc. À la Fnac, je me balade, euh, argent, investissement, enfin, tu vois, toutes ces notions qui étaient très lointaines chez moi parce que j'avais aucune culture financière comme 90% des gens, voire plus. Je découvre le parking et je gérais très très mal mon argent à l'époque. Et, euh, et je vois qu'on peut acheter un parking pour le mettre en location. Et pourquoi le parking? Parce que c'était abordable financièrement, si tu veux. J'avais Ouais. pas les Ok. moyens, j'avais pas l'épargne, j'avais pas le contrat de travail non plus me permettant de faire un crédit. J'avais pas la famille qui pouvait m'aider aussi, me faire des donations, me faire des choses comme ça. Et du coup, le parking, c'était idéal Mhm. pour démarrer. Le premier, il valait 4000 euros. C'était un tout petit parking où tu mets une petite moto. Tu pouvais même pas Ok. mettre une voiture à Paris dans le 18e. Et Mhm. j'ai acheté ça. Et après, en fait, je me suis mis dans un mood sportif. Je me suis dit, en fait,
tu achètes ça, tu mets en location. Tu vois, je l'ai loué 45 euros, je l'ai acheté 4000. Et cette toute petite victoire, cette micro-victoire, bah, en fait, tu vas la répéter. Un peu comme un sportif qui gagne une petite compétition, qui paye pas de mine, mais il va se dire, OK, maintenant, je vais faire la deuxième, je vais faire la troisième, je vais faire la quatrième. Et moi, en fait, ça, j'ai transposé dans l'entrepreneuriat et j'ai dupliqué ça pendant 10 ans Mhm. en side business, donc à côté de mon boulot de commercial, à côté de mon sport quotidien. Et voilà, ça a été mon championnat du monde à moi. Ça a été vraiment de dupliquer de manière très, très disciplinée ces petits investissements jusqu'à pouvoir aujourd'hui en vivre quasiment. J'ai 38 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, j'ai réintégré tous les loisirs, tout le sport que j'avais plus le temps de faire avec le boulot parce que j'avais pas le temps. Et maintenant, je peux les réintégrer ayant fait ces choix 10 ans auparavant. Hmm. Ok, donc tu es vraiment dans une démarche et dans un esprit de compétition dans Ouais, euh, ton projet entrepreneurial dans le business. Et complètement, ouais. complètement. Je voulais vraiment être le meilleur. Maintenant, tu vois, je suis un peu, tu vois, je sors un peu de ça, je déconstruis un peu ça. Euh, Quand Tu je t'es dis je adouci? déconstruis, euh, c'est pas que c'était négatif, c'est que je pense qu'il y a plusieurs étapes. C'est ce que je Ok. vois maintenant, parce que je suis auteur, maintenant j'écris des livres un peu sur ces sujets-là, d'ailleurs Mhm. assez psychologiques, sur les finances perso, mais assez psychologiques. Et dans mon livre, à un moment, je fais un truc, je dis, on a besoin d'un ego, si tu veux, pour aller d'un point zéro à un point 1. Et Mhm. peut-être quand tu es arrivé au point 1, c'est bien de se défaire un peu de certains aspects de l'ego pour, tu vois, découvrir autre chose. C'est un peu comme quand on dit on est ceinture noire, c'est le démarrage. Donc moi, j'ai envie de revenir au démarrage d'un truc parce que j'ai fini une étape précédente. J'estime avoir Mhm. fini la première étape et maintenant j'ai envie d'avoir des yeux neufs et de sortir un peu de ça. Ok. Mais tu vois, on voit bien donc l'esprit de compétition, l'esprit conquérant avec Ouais, lequel ouais. t'as démarré, qui t'a animé, qui t'a permis de réussir, tu vois, de monter cette marche, d'arriver là où tu es aujourd'hui. Et il y a une phrase, il me semble que tu répètes souvent, qui est si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Par rapport à l'expérience, au parcours que tu as eu, aux difficultés que tu as dû surmonter, au mindset que tu as dû avoir, tu crois que tout le monde peut le faire ou que tout le monde veut le faire ou est prêt à le faire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans Ouais, la compétition, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, quoi. c'est une bonne question. C'est une bonne question qui est plus compliquée, Hmm. je pense, qu'on le croit. Euh, Hmm. on a tendance à vouloir répondre oui ou non, mais je pense il y a beaucoup plus de nuances. Moi, je pense que tout part, en fait, tu peux le faire si tu as vraiment envie de le faire et si tu mets les choses en place. J'ai fait un podcast récemment, on m'a dit est-ce que tu es plus motivation ou discipline? Je pense que les deux sont importants. J'ai choisi discipline parce que je pense que le plus important, c'est l'exécution. En fait, on a tous des bonnes idées. Moi, Mhm. Paul, toute la journée, je rencontre des gens qui me disent ton histoire de parking, j'ai eu l'idée. Tous les jours. Tous les jours ou plusieurs fois par semaine. J'ai eu Mhm. cette idée. Mais vraiment, alors je sais pas si c'est vrai ou ils disent ça pour créer c'est une connexion émotionnelle, je sais pas pourquoi ils font ça, mais admettons que ce soit vrai, bah en fait, ok, mais on a tous une bonne idée, mais ce qui compte, c'est aller l'exécuter, c'est aller la mettre en place. Et donc je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire parce que tout le monde n'est pas capable de mettre la discipline et le plan d'action en place. Il y a des gens qui ont l'envie sincère, ils ont envie de le faire. Tu vois, c'est comme quand tu veux perdre du poids. J'ai envie de perdre du poids, mais par contre, ils n'ont pas soit la méthodologie parce qu'ils sont pas accompagnés, ou soit le mental suffisamment solide pour euh, mettre en place simplement une routine. Et Mhm. en fait, ce qui est assez marrant avec le sport que tu traites beaucoup et avec l'entrepreneuriat et les finances personnelles, c'est que c'est la même chose. C'est une question surtout de bonnes habitudes. Moi, je l'ai découvert quand j'ai fait mes recherches pour mon deuxième livre là sur les finances perso. C'est qu'en réalité, s'enrichir, c'est pas faire des investissements très lucratifs, parce que tu peux faire des investissements très lucratifs, gagner beaucoup d'argent et tout dépenser. C'est une Mhm. grosse différence entre savoir gagner de l'argent et s'enrichir, parce que tu peux être très bon entrepreneur, mais il te reste plus rien, ou tu Mhm. peux être fonctionnaire, salarié ou freelance tranquille, peu gagner, mais épargner. Donc Mhm. en fait, c'est plutôt ton mindset
et ta capacité à maîtriser tes émotions et tes désirs. Si je suis sur Instagram et que je vois tout le temps des belles bagnoles, des belles montres, des beaux voyages et que j'ai envie d'avoir ce lifestyle-là alors que j'ai pas les moyens et que je vis au-dessus de mes moyens, jamais je vais m'enrichir. Mhm. Si je contiens mes désirs, mes émotions, je me dis bon, bah ça c'est eux, c'est pas moi, et j'épargne et j'ai un bon comportement et des bonnes habitudes, je vais m'enrichir beaucoup plus que quelqu'un qui va gagner 10 fois plus que moi, mais qui aura des désirs. Donc du coup, tout pour répondre à ton point, pour moi, tout le monde peut le faire dans la mesure où on a à la fois la méthodologie et à la fois un désir fort. Donc dans les faits, pas tout le monde. Ouais, tout le monde peut le faire, mais ça Sur le papier. implique un certain nombre d'efforts, de rigueur, d'habitudes, de routines qui sont difficiles. Faut pas se mentir. Si à partir du moment où c'est une compétition, tu vois, c'est un peu du sport de haut niveau, quoi. Donc ça demande une certaine exigence, des standards qui sont qui sont élevés. Toi, comment petit à petit t'as élevé ces standards justement dans ta vie, dans ton mindset, dans tes habitudes pour rester à la page et être vraiment compétitif dans ton milieu? Comment j'ai réussi à élever mes standards? Écoute, je pense que j'ai beaucoup gambergé dans ma vie, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup été en colère, j'ai perdu mon père à 9 ans, tu vois, je suis enfant unique, donc j'ai grandi avec ma mère, on a grandi à deux. C'était très compliqué et du coup, ça m'a tellement fait de peine que j'ai passé un grand moment de ma vie à réfléchir, à me dire mais pourquoi ça m'arrive? Tu vois, à lire des bouquins. Vraiment, j'ai masterisé dans ma tête les trucs. Et à un moment, quand je Mhm. suis passé à l'action, bah, toute cette colère, elle m'a quitté. Et là, je suis devenu un rouleau compresseur. Et je le suis encore aujourd'hui. De manière plus douce parce que j'ai fait la paix avec moi-même et le fait, tu vois, d'être publié en tant qu'auteur et d'avoir des gens très régulièrement qui m'envoient des messages encore ce matin et qui disent que mon livre les a aidés, etc. Bah, tu vois, ça me réconforte, ça me réconcilie. Donc, j'ai plus cette colère-là. Qui est un point intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le JB, tu vois, qui ont cette rage qui vient d'une raison ou d'une autre et qui s'en servent pour la compétition. C'est peut-être pour Mhm. ça que j'ai pas forcément envie d'aller en compétition, ça c'est un vrai sujet. Euh, mais, mais, euh, mais donc, tu vois, l'énergie et l'envie, elle est inépuisable chez moi. Est-ce que c'est dû à ce facteur? Est-ce que c'est un truc qui est Mhm. intrinsèque? Je sais pas. Mais C'est dans ta comment je le... narration interne en fait, c'est comment tu te parles, ce que tu te dis. Ouais. Enfin, de ce que je comprends, c'est comment tu te parles, c'est ta narration interne qui te pousse à aller chercher des choses, à faire les choses. Ouais, en fait, il y a deux choses. C'est ma narration interne en me disant, bah, regarde où tu étais, regarde où tu veux aller et tu as une ligne conductrice. Et c'est aussi les habitudes. Je crois beaucoup au pouvoir des bonnes habitudes. Mhm. C'est comme dans l'alimentation. Ouais. Tu as eu Julius, Purple Bell Kitchen, Mhm. On que le j'aime beaucoup. salue. On s'est pas rencontrés, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et il en parle beaucoup, justement. Je pense que si tu prends des bonnes habitudes, bah, ton cerveau, en fait, il réfléchit. T'es en mode pilote automatique. Ouais. Moi, je fais du JB depuis 2013, donc ça fait 12 ans, 12 ans. plusieurs fois par semaine. Mhm. Peut-être 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Avant, je faisais 2 fois par jour parfois, mais maintenant, à 38 ans, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis, il faut avoir beaucoup de temps aussi. Parce que quand tu fais 2 fois par jour, tu as envie de faire une petite sieste entre les deux. Mais en fait, toutes les bonnes habitudes, elles sont aujourd'hui automatiques. Et je pense que me concernant en tout cas, c'est la combinaison des deux. C'est ce feu sacré, cette envie forte qui trouve sa racine dans mon histoire personnelle, qui est une histoire comme beaucoup de gens. Hein. Je suis pas quelqu'un Mhm. d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en servent pas utilement. Tu vois, qui Mhm. s'en servent pour se détruire, qui Ouais. s'en servent pour se victimiser, Mhm. mais qui s'en servent pas comme un moteur. Mhm. Et donc moi, j'ai ça qui est très très présent en moi. Et parallèlement, j'ai aussi des bonnes habitudes qui sont, selon moi, liées en très grande partie grâce au sport. Moi, c'est clairement le sport qui m'a sauvé. Tu sais, Paul, on dit souvent, Jiu-Jitsu, ça a sauvé ma vie. Mhm. Moi, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le sport a sauvé ma vie au global, quoi. Ça, c'est Mhm. une évidence. Mhm. Quand t'as plein de gamins qui sont vachement d'énergie, vachement de colère, d'incompréhension, et ils se canalisent dans le sport et ça en fait des miracles. Ouais. Ça en fait des grands C'est champions clair. parfois.
Sur les habitudes, les routines de vie, justement, dont tu parles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous préciser quelles routines, quelles habitudes tu as mis en place pour rester en forme, performant, avoir un bon mindset? Déjà, j'ai enlevé les notifications. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, ça paraît bien. normal. Aujourd'hui, tu dis ça, Franchement, mais si je en t'assure, 2025 vous avez encore des notifications sur votre téléphone, les gars, ça va mais pas t'en as du tout, plein. quoi. Coupez ça. Je te jure, t'en as plein. Non, en 2025, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y en a plein. Après, moi, je suis beaucoup entouré de sportifs. Mhm. Du coup, on a peu ça. Mais quand je vois des gens qui sont vraiment dans d'autres univers, il y en a plein, ça vibre. T'es avec eux. Je Mhm. dis, mais comment vous faites, les gars? Mhm. Et Moi, je donc garde déjà, juste WhatsApp pour le suivi ouais, des sportifs que j'accompagne. C'est important, ça fait partie de l'accompagnement. Tac, et on s'envoie des messages et tout ça. Mais tout le reste, zéro notif, quoi. Impossible. mm. Donc Ok. j'enlève les notifs. Euh, je fais le ménage aussi dans mes relations sur les gens qui sont pas forcément bienveillants. À chaque fois que je vois quelqu'un, je me pose la question suivante. Je me dis, est-ce que cette personne-là, elle a un bon fond? Est-ce qu'il y a, tu vois, quelque chose de vrai en elle? Ou est-ce que c'est fake? Ou c'est un intérêt? Elle me contacte pour faire un projet qui l'intéresse plus elle que moi? Mhm. Ça, c'est hyper important. Et il y a un truc que je dis souvent aussi, c'est que euh, ça, je l'avais appris quand j'avais fait des cours de théâtre. À une époque, je faisais des cours de théâtre. Euh, L'urgence des autres, c'est pas la mienne. C'est-à-dire que tu vois, parfois, quelqu'un va te contacter sur un réseau social, va te contacter dans la vie et va te transmettre son stress, euh, son besoin. Ah tiens, il faut que tu investisses dans mon entreprise. Ah tiens, il faut que tu fasses ci. Et en fait, il va essayer de te transmettre un truc et il faut juste désactiver ça. Moi, je le fais tout le temps en disant, bah ok, ton besoin, en fait, c'est pas le mien. Laisse-moi juste appréhender un peu ta demande. Et ton urgence, c'est pas la mienne. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, enfin, qui m'envoie plein de messages sur LinkedIn en me disant, ouais, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai désactivé en disant, merci, mais ton urgence, là, ton urgence financière, si tu veux pas que ta boîte, elle se crache et que tu as besoin d'argent, mais c'est pas la mienne. Ça me regarde pas, en fait. Et Mhm. quand tu dis ça, tu crées un électrochoc chez la personne. Donc ça, c'est très important de bien me responsabiliser, de savoir quel est mon périmètre d'action. Et donc, Donc, tempérer les choses, de finalement, pour pas tempérer les choses. réagir à chaud. Exactement. Mhm. Et moi, j'ai tendance de nature plutôt à réagir à chaud, mais je me suis soigné là-dessus. Donc, je désactive les notifs, je fais du sport. Euh, Moi, le sport, si tu veux, c'est la chose la plus importante de ma journée. Ouais. Et en fait, je mets mes rendez-vous professionnels en fonction de mes séances de sport. C'est un luxe Mhm. énorme, hein, attention. Mhm. C'est un luxe, j'en conviens totalement. Mais quand je fais ma semaine, tu vois, le dimanche, je dis, voilà, ma séance de JB, elle est là. Si je fais du tennis, c'est là. Mon yoga, c'est là, etc. Et dans cette structure-là, je vais caler quelques rendez-vous professionnels. Après, ça peut m'arriver d'avoir quelque chose qui soit imposé. Dans ce cas-là, c'est OK. Mhm. Mais je vais déjà me prioriser moi. Je vais prioriser mon bien-être et mon évolution personnelle. Donc, il y Ok. a ça. Et puis après, quand je me lève le matin, j'essaie de pas être trop, tu vois, sur le tel. Je médite, je ferme les yeux, je visualise des choses Ça positives. aussi, en 2025, tu peux plus te réveiller et ouvrir ton téléphone. C'est pas Mm, possible. Il faut à ouais, un moment donné que tu prennes soin de toi, de ton mental, de ton corps, avoir une petite routine, quelque chose qui. Tu peux pas démarrer ta journée sur les réseaux sociaux. En 2025, c'est plus possible ça. exactement. Donc Donc le soir et méditation, le ouais. matin, je fais ça. Ouais, alors moi j'ai pas de méthode de méditation, je sais pas s'il y en a une, mais disons que tous les soirs et le matin, je ferme les yeux et je me ressens, je visualise Ok. ma journée, là où je veux aller. Euh, J'essaie de ressentir vraiment mes sensations. Et ça, j'ai découvert ça en pratiquant le yoga et surtout le yin yoga, Ouais. parce que c'est un yoga qui va te calmer, où tu gardes des postures pendant 2, 3, 4, 5 minutes parfois, Mhm, et qui est mhm. vraiment calme, qui est très bon déjà physiquement Ouais. parce que ça permet de t'assouplir, c'est assez intéressant, mais en même temps, ça repose l'esprit. Le Et moi, système je vis à nerveux. Paris, Ouais, et, c'est ça. et j'ai Mhm. besoin, tu vois, je suis tout le temps dans l'énergie, comme on dit yang, c'est-à-dire, tu vois, énergie, quand Le je suis un ancien feu. commercial. Mhm. Donc t'imagines commercial, c'est du stress. Tu les vois, les commerciaux, ils sont en train de fumer dans leur caisse, et ils sont nerveux. Enfin, c'est horrible, tu vois, ce Ouais. côté-là. Et du coup, moi, j'ai besoin, tu vois, j'ai une dette un peu de yang. Et du coup, le yin, ça me calme énormément. Et Ouais. pour le yang, j'ai la partie jujitsu quand je fais Mhm. des sparring, etc. Et j'aime ce côté-là.
dépassement de soi. Et après, le yin se calme. Donc c'est ça mes routines, c'est de faire du yoga, de faire du JB. Le JB, pour moi, c'est essentiel dans ma vie. Euh, et ça, je pourrais t'en parler si ça t'intéresse. Mais pour moi, la compétition, par exemple, c'est un des aspects du jiu-jitsu. Et c'est un peu réducteur de voir uniquement le côté compétition Mhm. comme élément central de mon point de vue. Moi, je vois vraiment ça comme un art martial, comme un style de vie. Et je fais des vrais parallèles entre la méditation et le jiu-jitsu. Pour moi, enfin, quand je tourne à l'entraînement sur des légers, tu vois, souvent, je ferme les yeux. Hmm. Et j'essaie d'être presque dans un état méditatif quand je tourne. C'est ça le but, ouais. Je vois que je fais, tu vois, ça fait 12 ans maintenant, je ferme assez souvent les yeux. Alors, pas dans un sparring costaud, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe, quoi. Excellent, Voilà. excellent. Ouais. Et je mange bien aussi. Je mange bien. J'essaie de bien Ouais. manger. Euh, et je trouve que quand tu pratiques le JB ou d'autres sports, bah, tu ressens vraiment ce que tu manges, quoi. Et c'est vrai que quand tu manges mal, bah, tu vas être moins efficace, en fait. Si on parle juste de Ouais, performance pure, tu bien vas être sûr. vraiment moins efficace. Dans ta tête, tu seras moins présent. Et Donc, moins ton bien-être, il est ça ira impacté pas. aussi, je trouve, hein. Ah ouais, Exactement. complètement. Ton bien-être, Exactement, tu vois. ton confort digestif, ton confort mental, il dépend aussi de ce que tu manges, de ce que tu bois, de comment tu t'alimentes. C'est ça. Tu fais des beaux entraînements. Tu sors, t'as pas envie de manger un McDo, a priori. Tu préfères prendre un acai bowl ou manger un truc un peu sympa, quoi. Donc, Ouais, quand tu fais du sport, quand tu intègres le sport vraiment comme étant un élément central de ton équilibre de ta vie, eh ben, souvent, ça te pousse à mieux manger, ou en tout cas à t'intéresser comment je vais mieux manger, à mieux te sentir, à mieux dormir, parce que tu as envie de tirer le meilleur de chaque entraînement, d'être un peu performant, que tu fasses de la compétition ou pas d'ailleurs, tu vois. Et ça entraîne après, en effet, en chaîne, plein de bonnes habitudes, de bonnes routines, je pense. moi, c'est vraiment la pratique du jiu-jitsu qui m'a emmené vers tout ça, je pense. De manière très Ouais. humble, c'est vraiment, je pense que j'avais besoin de ce socle, tu vois, c'est un repère pour moi, le jiu-jitsu, et ça m'a emmené vers la bonne alimentation, ça m'a emmené vers la méditation, le yoga, vers la culture du Brésil, vers un certain bien-être, une certaine spiritualité, et ça m'a vraiment fait découvrir toutes ces choses-là. Et il y a un truc qui est assez drôle, c'est que tous les pratiquants le savent, c'est que en fait, quand on fait pas du jiu-jitsu, on se met à faire du jiu-jitsu vraiment de manière passionnée, on va dire ça, bah souvent, le superflu, on l'enlève de notre vie. Il y a des gens qu'on voit plus, il y a des choses qu'on fait pas, il y a un ego qui part, Mhm. il y a plein de choses, en fait, qu'on enlève. C'est comme si, tu vois, tu avais une tarte avec un moule et en fait, tout ce qui dépasse, toute la pâte qui dépasse, tu la vires en fait quand tu fais du jiu-jitsu et tu gardes vraiment le cœur. Et Mhm. donc, j'ai enlevé plein de choses qui servaient à rien. Et ça a Ouais, été hyper vertueux en c'est fait. important ce que tu dis parce que dans l'implémentation de nouvelles habitudes, dans le changement de mode de vie, dans cette recherche d'excellence, de bien-être, de performance, souvent, avant de vouloir rajouter des choses, mettre en place de bonnes habitudes, il faut d'abord se débarrasser des mauvaises. Tu sais, ce qu'on appelle la via negativa. Il faut d'abord fonctionner par soustraction. Parce qu'il faut enlever tout ce qui te retient, tout ce qui te parasite, tout ce qui t'empêche d'optimiser ton bien-être et tes performances. Et ensuite, bon, ben, optimiser, rajouter des petites choses, tu vois. Donc je trouve ça a Et beaucoup comment de tu sens ce fais que tu ça? dis. Eh ben, d'abord, il faut identifier, je pense que c'est le degré de conscience des mécanismes, des habitudes qui te parasitent qui fait toute la différence. Parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience de que les notifications, ben, ça te parasite, ça te met dans un brouillard mental, Hmm. que manger tel ou tel aliment, pareil, ça va te nuire, tu vois. Donc c'est déjà la prise de conscience, c'est la première étape. Avoir conscience que, ok, telle habitude, telle chose dans ma vie, elle me parasite, elle m'empêche d'accéder à ce bien-être, à ce niveau de performance auquel j'aspire. C'est vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui subissent leur vie. Euh, tu vois, la phrase du bas de mon deuxième livre, c'est pour une vie sereine et choisie. Pour une vie Mhm. sereine et choisie. Et je vois beaucoup de gens qui ont un potentiel de dingue dans le sport ou dans le monde de l'entreprise, mais qui subissent leur vie. Leur vie leur échappe. Tu sais, c'est comme tu prends du sable à la plage, le sable, il s'en va. Mhm. Et c'est très important de prendre du recul. Et il y a peu de gens, malheureusement, qui arrivent, surtout dans les grandes villes, je trouve,
qui arrive à prendre ce recul, à faire ce pas en arrière en disant, OK, quelle est ma vie? Est-ce qu'elle est en adéquation avec mes aspirations? Redéfinissons ensemble notre feuille de route, mes objectifs. Définition d'objectifs, tu vois. Moi, je le vois, tu vois, dans les gens que j'ai accompagnés aussi à investir, parce que j'ai accompagné quelques personnes quand même, une cinquantaine à peu près. Et les lecteurs qui m'écrivent, et il y en a beaucoup qui n'ont pas cette liste d'objectifs. Et il y a un besoin énorme en fait d'accompagnement pour ces gens-là. Alors moi, c'est pas forcément mon rôle parce que je préfère avoir la posture d'auteur. Moi, c'est ça mon truc, c'est de lancer des bouteilles à la mer. Mhm. C'est ma vie, c'est quoi? C'est ce que j'ai mis sur Insta. C'est je fais du sport et j'écris. Donc en fait, j'écris comme on jette des bouteilles à la mer. C'est un peu ça ma vibe en ce moment. Peut-être que dans quelques années, ce sera différent, mais j'ai envie qu'il y ait des gens qui s'agrippent à ça, qui en ont besoin, comme on s'agrippe à un sport, et qui puissent tirer la pelote de laine et chercher quelque chose, tu vois, au moins un élément. Ouais. Mais oui, je suis convaincu de l'importance de la discipline, du mindset, etc. Ça, c'est... Tu vois, avant même de se fixer des objectifs, moi j'accompagne les sportifs dans le travail de préparation mentale à définir, redéfinir, conscientiser quelles sont leurs valeurs, leurs plus hautes valeurs, leurs plus hautes priorités, ce qu'ils érigent au rang justement de valeurs dans leur vie. C'est-à-dire ce qui guide leur conduite de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est beau pour eux. Parce que ça, après, ça te permet de fixer des objectifs en fonction de ça, qui sont alignés avec tes valeurs. Et de te C'est hyper rendre compte intéressant. que quand, quand j'en dévie, et ça nous arrive à tous, moi aussi parfois, j'ai peut-être des comportements, des attitudes, mais au moins justement, je me dis, ah, en fait, si je ressens de la friction, du mal-être, de l'inconfort, là, si je sens qu'il y a un truc qui va pas, eh ben, c'est peut-être parce qu'il y a un conflit de valeurs. Peut-être parce que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, l'environnement dans lequel je me trouve, il va un petit peu en contradiction avec mes valeurs. Et en général, on revient pas dessus. Et notre corps, notre mental nous le fait vite ressentir si on n'est pas droit dans ses bottes, entre guillemets, et qu'on dévie de ça, tu vois. C'est hyper intéressant, comme une espèce de pyramide de Maslow, tu vois, d'avoir... Ça, tu peux le transposer dans le milieu de l'entreprise, hein. Ouais, Attention, mais voilà, complètement. La ça peut être préparation mentale, incroyable. c'est... Chez les entrepreneurs, ça peut être incroyable. Ouais. Ça peut vraiment t'ouvrir bien au-delà du sport. Parce que souvent, on veut définir, mais même moi, on veut définir des objectifs, et après on n'y arrive pas. Parce C'est pas que, les tiens, en fait. eh ouais, c'est C'est ce qu'on ça. perçoit, tu vois. C'est l'objectif. Mhm. Ça peut être aussi parfois beaucoup l'objectif du père, de la mère, de la famille, de l'entourage. Ouais. Tu sais, t'as plein de jeunes que tu vois dans les écoles d'avocats, de médecins. Ah, mes parents ont voulu que je fasse scientifique. Moi, j'ai fait un bac littéraire, tu vois. On me disait c'était la voie de garage. Ah, je Mhm. m'en suis bien sorti. Mais t'en as plein. Ah, j'aurais voulu faire ça. J'aurais voulu être prof, auteur, machin, truc. Mais mon milieu social, mes parents, c'était mieux de faire ce truc, machin, truc. Et t'as des gens qui sont en dehors de leur pompe. Ouais. Donc ça, je trouve ça intéressant d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui te définit toi et non pas ce que ton entourage, tes représentations ont voulu Mhm. te façonner. Mhm. Mais qu'est-ce que toi, tu as au fond de toi? Et ensuite, on va aller chercher d'objectifs. C'est super Ouais. intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Et c'est Parce que dur, moi, à en chaque fois que je général, le tu vois, fais, je ils me parle disent, d'avant. attends, mais c'est dur ce que tu me demandes là, Paul. Je dis, ben oui, on n'est pas là on n'est pas là pour niaiser, c'est la préparation mentale, c'est pas facile, c'est comme la préparation physique. T'as envie que ton préparateur physique, il te fasse suer, il te mette dans l'inconfort, c'est comme ça que tu vas grandir. Donc, je vous invite, ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore fait cet exercice, posez par écrit peut-être les 3, 4, 5 valeurs principales aujourd'hui qui définissent ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui guide votre conduite, votre mindset au quotidien. Et vos objectifs, ils doivent être alignés avec ça. Sinon, vous allez vite le ressentir. Alors, j'ai une question pour toi. Ouais. Parce que moi, de mon point de vue, tu vois, ces valeurs-là, je les verbalise beaucoup plus avec le temps. Ouais. Mais il y a des gens, en même temps, qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont pas fait ce travail-là, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est Mhm. quelque chose qui vient avec l'expérience ou est-ce que ça vient seulement avec un accompagnement? Le fait d'identifier ces valeurs. Eh ben, il y en a qui peuvent l'avoir fait. Après, justement, moi, c'est mon travail au début d'accompagner les gens parce que force est de constater qu'on s'interroge très peu là-dessus. On a une idée de ce qui est important pour nous, de ce qui guide un petit peu notre attitude, notre conduite au quotidien. Mais s'interroger profondément là-dessus, le poser par écrit, s'y confronter, force est de constater qu'on nous apprend pas à le faire. On a ni à l'école, ni rarement, tu vois, dans nos Hmm. familles, même si, par exemple, en fonction des familles, des cultures, etc., parfois les valeurs sont très ancrées et très mises en avant. Euh, pour ça Hmm. que
intéressant. Moi, en tout cas, j'accompagne les, les sportifs, en tout cas, à le faire. Euh, Notamment, par exemple, aussi, euh, quand tu dois changer de club, eh ben, est-ce Hmm. que le club dans lequel tu vas, il Il est est en aligné, hein. harmonie avec tes valeurs? Parce que sinon, ça va pas le faire, ça va, ça va clasher, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, non, non, j'entends ce point. C'est vrai que ouais. Ah, moi, je suis toujours resté dans le même club, tu vois. Ouais, t'es à la Gracie Barra, toi, c'est ça? Oui, après, j'ai des amis qui sont dans d'autres clubs aussi, Ouais. que je peux voir régulièrement. Je Bah, bouge c'est de sûrement Paris, que tu te etc. retrouves dans les valeurs de ce club, tu vois, qu'il y a une harmonie, qu'il y a un match avec les valeurs Non, qui sont défendues par ce club, par ce sport, hein, le jiu-jitsu en général aussi, et par ce club-là. moi, je pense que tu peux. Ça, c'est un point, mais après, je pense qu'il faut arriver à trouver qu'est-ce qui est bon pour toi aussi, parce que rien n'est idéal. Mhm. Euh, Ouais, bien sûr. Tu peux avoir au sein d'un club des situations qui sont que tu peux ne pas cautionner ou des gens avec qui tu vas avoir des affinités, pas d'affinités, etc. Et, euh, et, euh, et j'avais discuté justement avec un des ceintures noires aussi du club qui m'avait dit Alexandre, le plus important c'est toi, ton jujitsu, ce que ça t'apporte, etc. Et c'est ça qui est hyper important. Et t'as pas de situation idéale. Je pense qu'il y a des élèves parfois qui changent beaucoup de clubs parce que ils veulent retrouver à chaque fois ce qu'ils ont. Tu vois, si par exemple ils avaient plusieurs amis, parce qu'il y a beaucoup le côté social dans le jiu-jitsu, bah t'as Ouais. plusieurs amis qui sont dans un club, et bah t'en as un qui va se disputer avec le prof, ou t'en as un qui va déménager, bah tout le monde va se barrer. Bah non, ça marche pas comme ça la Mhm. vie. Il faut faire son petit deuil. Ce qu'il y a de permanent, c'est le changement. Tout change. Et moi, je suis toujours resté fidèle. Tu vois, je suis arrivé en 2013 à Paris. Et je suis toujours resté fidèle malgré les gens qui sont arrivés, les gens qui sont partis. Et j'ai jamais voulu prendre part en fait émotionnellement à ça parce que c'est le piège. Parce que tu vas grandir avec quelqu'un, tu vas Mhm. passer les ceintures, la personne va partir, va pouvoir dénigrer le club, par exemple. Mhm. Et du coup, tu peux tomber dans ces travers-là et tu te dévies en fait de ce que ton prof t'a appris, de la loyauté que tu dois avoir aussi envers lui. Et je pense que c'est important de se recentrer. Donc, moi, j'ai jamais voulu trop, tu vois, prendre ces parties-là et rester vraiment concentré sur ce que ça m'apporte et en prenant du recul. Mhm. Parce que sinon, en fait, ça te détourne de ce pourquoi tu es là dans le sport et dans le club. Mhm. Donc, voilà, je pense que c'est important. Et après, je me suis entraîné un peu aux États-Unis aussi, à New York, à Los Ouais. Angeles, dans le sud de la France aussi, à Cannes, T'es allé au Brésil aussi? où j'ai des amis. Alors, je suis allé au Brésil, mais je faisais pas de jiu-jitsu à l'époque. Ok. Je suis allé au Brésil en Pour la 2007 à Rio. capoeira? Non, non, je faisais pas de Hmm. capoeira, je faisais plus de capoeira. Ok. En fait, j'ai commencé la capoeira en 2000. euh, et puis, je suis allé au Brésil en 2007 à Rio pendant presque un mois. Ok. J'avais une copine brésilienne, Ok. Carioca, avec qui je suis resté un an et demi à peu près. Et du coup, j'ai découvert le Brésil, j'ai adoré. Hmm. Je suis un passionné du Brésil. J'ai une partie de ma famille qui est en Colombie aussi, Ok. mais le Brésil, ça m'a remué à tous les niveaux. En fait, il y a tout ce que j'aime. Il y a la cuisine que j'aime, avec plein de vitamines. Il y a la mer. Il Hmm. y a les gens qui ont un tempérament assez chaud. Il y a la Hmm. musique. Émotionnellement, j'ai complètement accroché avec ça. Tu vois, moi, je suis très Hmm. connecté un peu avec les émotions. Et quand je Hmm. suis arrivé à Rio, je sais pas, il se passe un truc, quoi. Tu sais, il y a des lieux, parfois, tu vas où d'un point de vue émotionnel, il se passe quelque chose, quoi. T'es ému. Ouais. Je Et pense moi, que Rio, enfin de ce j'ai eu que ça au Brésil. j'entends, ça laisse personne indifférent quand même. Cette ville, elle laisse personne indifférent. Il y a l'air d'avoir une atmosphère, Il se une passe âme, quelque quelque chose, chose ouais. de spécial. Il se passe quelque chose. Et le Brésil, j'ai adoré. Et donc, je suis revenu après. Je suis pas retourné. J'aimerais beaucoup y retourner. Et puis après, je continue un peu la capoeira et j'ai eu envie de... J'ai découvert un reportage, en fait, qui parlait du JB. Hmm. Tu vois, c'est pas avec l'UFC que j'ai connu. Et j'ai eu envie d'avoir un peu plus de contact, tu vois. La capoeira, je trouve que ça me faisait mal tu vois, de se baisser beaucoup, les genoux, les Mhm. articulations. Mhm. Je trouve que c'est bien quand t'es ado, mais je trouvais que c'était assez exigeant. Euh, dans ma journée de commercial sédentaire, beaucoup Ouais. à la fin, plus trop sur le terrain, ça me faisait mal, quoi. Alors putain, j'étais jeune. Et JB, il y avait un côté plus physique, plus réaliste.
combat, vraiment, plus ouais. combat, plus réaliste. Et moi, c'est ma vision, tu vois, ma vision. Moi, c'est JJB Self-Défense vraiment Hmm. qui m'anime. Même si la compète, j'exclus pas d'en refaire, parce que j'en ai fait aux ceintures blanches. Ouais. Au démarrage, tu vois, j'avais besoin de me tester. Mais JJB, je suis tombé amoureux complètement, quoi. Yes. Il y a un petit truc là sur lequel tu as évoqué, j'aimerais qu'on revienne. Je suis sûr que ça peut toucher certains des auditeurs. Peut-être ça t'est arrivé, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas une voie classique, encore, je dirais, eh ben, toutes les peurs de ton entourage qui peuvent être projetées en disant, t'es sûr, oh, c'est risqué, tu vois, parce que peut-être que tes parents, ton entourage est d'une autre génération, d'un autre modèle, d'un autre système. Et est-ce que tu l'as vécu, ça, les peurs qui peuvent être projetées et qu'on peut te renvoyer, tu vois, t'es sûr, attention, c'est risqué. Alors, j'ai la chance d'avoir une mère qui, je pense que m'a beaucoup aidé dans la confiance en moi, qui m'a toujours encouragé et qui m'a jamais projeté. Tu vois, elle s'est beaucoup intéressée au développement personnel. Ma mère a beaucoup mangé bio. Mhm. Elle a beaucoup lu de bouquins, un peu de dev perso à l'époque. Je te parle pas Mhm. depuis que c'est à la mode, hein. Je te parle à l'époque, des années 80, Ouais, etc. Donc, j'ai eu la ok. chance. J'ai pas eu de la chance sur tout, hein, mais j'ai eu de la chance d'avoir une mère qui a toujours fait attention à pas projeter ses propres peurs sur son fils. Et ça, je Ok. pense que c'est une chance inouïe, Mhm. inouïe que j'ai eue. Et du coup, bah, j'ai pas ressenti en fait ce poids. Ok. Et puis après, familialement, bon bah, j'ai pas de frères et sœurs, pas de père. Mes cousins, je les vois pas beaucoup, beaucoup. Donc, si tu veux, j'avais dans cette malchance entre guillemets, si on le voit comme ça. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité de se dépasser, mais c'est autre chose. Mais du coup, j'avais pas un clan familial avec des gros yeux, tu vois, hein, des gros regards. Donc, ça a été une chance de pas avoir ce poids familial. Euh, Déjà du fait que je sois seul avec ma mère et qu'elle vive dans le sud et moi à Paris. Mhm. Et en Mhm. plus de ça, elle m'a jamais jugé. Ma mère, c'est quelqu'un. À un moment, j'avais un peu décroché des cours. Tu vois, elle m'a pas. Enfin, on a discuté. Elle m'a dit, bah, si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Elle a jamais jugé mes boulots. Euh, Jamais elle a porté un jugement. Et ça, franchement, c'est une chance. Et je pense que les gens qui ont des parents qui sont très interventionnistes ou qui projettent inconsciemment toutes leurs peurs, bah, ça peut être un gros travail de déconstruction derrière à opérer avec toi, par exemple. Mhm. Et ça peut leur faire surtout prendre des voies qui sont pas les leurs. Donc ça n'a pas été compliqué. Euh, Ça a été compliqué peut-être plus dans le sens où t'as peur, quoi. Tu te dis, waouh, c'est l'entrepreneuriat, tu fais une dépression. Tous les entrepreneurs font une dépression au démarrage. Moi, t'imagines, Paul, j'étais salarié de 2000, j'inclus l'alternance, commercial au moment de 2010 à 2022, là où j'ai investi dans les parkings à fond, en side business, commercial, et j'ai monté les échelons du commercial. Et du jour au lendemain, donc j'arrête le 31 mai 2022, je dis à mon employeur, je suis plus aligné. Bah après, je gagnais de l'argent si tu veux, donc je me dis, bah en termes de valeur, ça me convient plus. Votre pression, vos trucs, vos objectifs, moi, ça vibre pas chez moi. Mhm. Je leur ai vraiment dit ça. Ils me Mhm. regardaient comme un martien. Ils m'ont dit, mais qui es-tu, quoi? Et ils ont halluciné. Mhm. Parce que tout le monde s'accroche à un taf, tu vois. Et moi, j'ai dit ça. Mhm. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et 16 jours après, mon livre sortait à la Fnac. Je passe un super été, je fais la promo, la tournée de plein de médias, etc. Et je reviens en septembre et tu vis une dépression parce que oui, t'es content, tu vas faire ton sport, tes trucs, mais tu as eu 12 ans de salariat avec des réunions, des trucs, des tableaux, des machins. Et là, tu dois redéfinir en fait ton, ton, ta méthode. Mhm. Et là, ça a été difficile. Mais j'ai jamais ressenti, pour revenir à ton point, j'ai jamais ressenti la pression d'un entourage là-dessus. Et je pense que Ok. sur ce point, j'ai eu de la chance et il faut faire super attention à ce qu'on projette. Je suis pas encore parent, tu vois, Mhm. ça va venir, Mhm. mais je ferai attention à ça aussi, j'espère. Mhm. Ok. C'est intéressant aussi ce que tu as dit là. Bon, personnellement, moi, j'ai pas fait de dépression. Par contre, oui, ça va avec son lot
de difficultés, de découragement, parfois aussi, l'entrepreneuriat, de doutes, de remise en question. Tu dis au revoir à une certaine sécurité pour une autre forme de liberté, d'épanouissement, mais donc qui va avec son... Il y a un prix à payer aussi, je pense, dans tout choix que tu fais. Toi, tu as eu des moments de doute, de découragement, et comment tu les as gérés? Ouais, il y a un gros coup de l'opportunité. Il y a un gros coup de l'opportunité. C'est surtout la peur financière. C'est de se dire, tu sais, quand j'ai sorti mon livre, après, j'ai eu plein de gens qui me sont tombés dans les bras. Ah, on va faire de la publicité, des webinaires, des machins, des formations, on va te faire gagner tant. Tu sais, et moi, je suis d'un naturel gentil. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. J'ai un syndrome un peu Pascal le grand frère. Je sais pas pourquoi. J'aimerais travailler là-dessus, peut-être avec toi un jour. Mais j'ai un syndrome où quand je vois quelqu'un, tu vois, j'ai 38 ans, je vois quelqu'un de 20 ans qui me regarde et qui me dit, Alex, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Si je vois une énergie de fou qui me rappelle moi quand j'étais gamin et que j'avais la dalle et tout, j'ai un biais cognitif où j'ai en tout cas j'ai une facilité à l'aider, indépendamment de la de l'intelligence du business, indépendamment de la capacité à réussir. Et ça m'a mis dans la merde. Maintenant, j'ai corrigé plus ou moins ça. Mais Ok. c'est-à-dire que j'ai vu des gens arriver, ah, on va faire ça. Et j'ai eu envie de les aider. Donc, j'ai signé le bon de Syndrome du commande. sauveur, un peu. Un peu. J'ai Mhm. signé le bon de commande. Mhm. Sans savoir que la personne était compétente. Mhm. Sauf qu'à un moment, bah, tu perds de l'argent. Parce que tu bosses avec des mauvais. Mhm. Et à un moment, moi, j'ai fait des réunions quand j'étais au bout du rouleau. J'ai dit, les gars, je vous apprécie humainement, mais il y a une réalité économique. C'est Mhm. le mot que j'ai employé. Il y a une réalité économique. Et du coup, il faut qu'on arrête, sinon on va tous au casse-pipe. Et moi, j'ai somatisé à fond. Je me suis tapé une hernie discale, alors que j'ai Mhm. pas fait de faux mouvements. Mhm. Mais j'étais tellement anxieux de l'argent, de trucs qui marchaient pas, les ads, la pub et tout, pour essayer de faire tourner des machins, que Mhm. voilà. Et je me suis tapé une hernie discale. Je suis allé faire des scanners, machin. Ils m'ont dit, vous êtes pas loin de l'opération, quoi. Et Mhm. là, je me suis dit, bah, à mon avis, c'est un truc qui est psychologique. J'ai acheté un Nubax. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un espèce de truc pour s'étirer le dos, là. C'est pas mal, d'ailleurs, Ok. quand t'as mal au dos. Et après, je me suis mis à la natation. Mhm. Donc, j'ai mis un peu en stand-by le JB à cette époque-là. J'ai fait de la natation et du tennis. Et la natation, si tu veux, c'est vachement bon pour le dos. Ouais. Et maintenant, j'ai plus du tout mal au dos. Il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu. Ok. Mais, Mais ça a mais généré beaucoup d'anxiété, énormément. Ouais, ouais. En C'est fait, vrai que l'anxiété, énormément. c'est une émotion qui peut être assez présente dans l'entrepreneuriat, ouais. Énormément. Et comment je suis sorti de ça, l'instant de survie, je me suis dit, il faut rappelle-toi ce qu'il te disait ton premier patron. Il disait un truc qui était très dur, que je trouvais très très moche à l'époque, que je trouve encore très moche, mais qui peut être vrai dans une réalité économique d'un business. Il disait, Alexandre, on va décorréler l'humain qu'est-ce qu'il disait, on va décorréler l'humain du professionnel, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. et moi, je trouvais ça très très moche. Moi, je venais d'un bac littéraire, théâtre, je lisais des bouquins, et j'ai un mec qui me dit ça. Je me dis, Mhm. j'ai envie de me casser. J'ai envie de faire Mhm. un sprint tu vois, je vais me casser. Mais en même temps, 12 ans après, j'ai compris ce qu'il a dit. Et en fait, il y a un moment, il y a une réalité économique et tu es obligé d'être efficace, indépendamment tu vois, du côté Ouais. affectif. Parce que je suis un grand affectif. Et Mais du c'est vrai ce que coup, tu... Ouais. mais ouais, Vas-y, vas-y. et du coup, tu vois, j'ai dû mettre mon côté affectif de côté, un peu syndrome du sauveur que j'avais, pour me reconcentrer sur le tableau Excel. En disant, voilà, il y a des charges, il y a des machins, il y a des trucs. Si tu Mhm. continues, tu vas au casse-pipe et tu vas retrouver un boulot à la con. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand tu es dans cette dynamique, surtout quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu as envie, tu vois, tu es dans cette énergie, il y a un côté où, sans peut-être finalement syndrome du sauveur, tu as envie de saisir toutes les opportunités qui se Ouais. présentent. Sauf qu'en fait, toutes les coupes ne sont pas bonnes à boire dedans. Tu te rends compte que il y a des coupes, il faut pas boire dedans. C'est pas de toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Ça, c'est une réalisation aussi importante, Mais je comment pense. savoir? C'est dur. Eh C'est ben, dur je parfois. pense qu'en étant au clair justement avec tes valeurs, tes Ouais. priorités, tes objectifs, en ayant défini toi tes pistes d'action, eh ben, ça t'aide à ensuite
Faire le tri. Dans la mesure, Paul, où on a fait ce travail. Voilà, c'est ça, exactement. Celui qui n'a pas fait ce travail, qui a la tête dans le guidon, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de profs de salles de JB, de clubs, d'entrepreneurs, etc., bah, t'es dans un espèce de... Tu n'es plus aux commandes de ta vie, t'es dans un train-train quotidien, et du coup, tu vois pas ça. Et tu vas au casse-pipe. Et moi, du coup, tu vois, j'avais grosse hernie discale, costaud, hein, hyper stressé, et je faisais plus de JJB parce que j'avais trop mal au dos. Et le JJB, ça m'importe énormément. Donc, tu vois, il y a tout qui m'échappait, quoi. Et du coup, j'ai réussi à revenir à l'Excel, revenir en décorrélant l'humain du professionnel, etc. Toutes ces valeurs toutes ces notions que je trouvais dégueulasses, que je voulais fuir, je les ai réactivées dans un instinct de survie. Et après, une fois que j'ai clarifié ça, j'ai redéfini mes objectifs, j'ai réincorporé du JB dans ma vie, j'ai fait un gros ménage sur l'entourage aussi, en essayant de comprendre de quoi la personne, ce que je te disais en préambule, la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle veut en fait? Est-ce que elle veut son intérêt ou le mien et du coup, après, je suis revenu dans les rails et maintenant, je suis hyper heureux et je veux surtout pas revenir dans un boulot avec mettre mon destin dans les mains d'un autre. Et même si tu as peut-être moins d'argent parce que avant, j'avais l'immobilier plus le salariat, la voiture de fonction, etc. Tu vois, j'avais plein d'avantages. Mais aujourd'hui, j'ai du temps libre. Je suis aligné. Tu vois, Paul, je suis aligné avec mes valeurs. J'écris des bouquins. Aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir sortir un bouquin tous les 1 an et demi maintenant, bientôt. C'est ça la roadmap. On a 3-4 bouquins qui sont prévus. Donc, j'écris des livres. J'ai des gens qui me lisent dans les Fnac, dans les Cultura, partout. Je fais mon sport. J'ai investi dans des projets. Honnêtement, je suis vraiment dans ma mission de vie aujourd'hui. Ouais. Et une autre piste, tu vois, que tu as mentionnée, qui je pense est intéressante pour rester rationnel dans ses choix, dans ses décisions par rapport aux opportunités que tu as et les décisions que tu dois faire, c'est les chiffres. Tu parles de tableau Excel, mais ça me fait penser, tu vois, à un séiste que j'accompagne, donc qui fait du canoë, qui me dit, ouais, j'hésite entre deux pagaies, parfois j'utilise celle-là, parfois j'utilise celle-là j'ai un bon feeling et tout. Je dis, tu t'es chronométré? Ah, ouais, ben voilà, t'as deux pagaies, tu fais le même parcours avec un chrono et de la vidéo. Les hommes mentent, pas les chiffres. C'est ça. Et après, tu décides qu'est-ce qui t'intéresse, avoir le meilleur feeling ou faire un meilleur chrono. Et là, tu pourras prendre une décision peut-être en fonction de ça. La vidéo, tu vas bien voir elle va pas mentir non plus. Et le chrono, il te dira quelle est la pagaie la plus rapide peut-être. Il faut faire attention à son interprétation. Moi, je me souviens de manière très humble, j'avais une copine à l'époque, avec qui je suis plus, qui était une ingénieure informatique. Et du coup, moi, j'étais tout foufou, j'achetais des parkings, j'étais sur le terrain, tu vois, moi, c'était Monopoly dans ma tête, tu vois. J'étais tout foufou et j'avais l'impression d'avoir la vérité. Et un jour, elle me dit, écoute, tu vois, très calme, déconnectée de ses émotions, très calme. Elle prend son ordi comme ça, elle l'ouvre, tac. Oh. Elle prend Excel et tout, elle me montre, dis-moi tes trucs, là, machin, t'as combien sur le compte, machin. Et là, en fait, c'était pas du tout la vision que moi j'avais. Moi, j'ai l'impression d'être Crésus, quoi. Et en fait, elle m'a dit, non, là, tu vas au casse-pipe dans 3 mois. Là, tu vas au casse-pipe parce que t'as ça, telle dépense, tel truc, tel machin, truc. Et elle m'a beaucoup aidé. Et je pense que les gens qui sont très fougueux, tu vois, par exemple, les compétiteurs que tu peux accompagner, qui ont cette énergie, les entrepreneurs, etc., il leur faut un garde-fou. Ça peut être un préparateur mental, ça peut être un conjoint ou une conjointe, ça peut être un ami, ça peut être un mentor, peu importe, je m'en fiche. Mais on a besoin d'un garde-fou. Et moi, je pense que dans la réussite que j'ai eue dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, je la dois aussi en partie à ce garde-fou qui était cette personne-là, qui passait à la moulinette tout mon enthousiasme et le traduisait sur un Excel. Et je t'assure qu'elle a évité des catastrophes. Elle m'a permis de voir clair. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité de dire on ne peut pas tout seul tout voir. Tu vois, le compétiteur, moi j'étais comme un compétiteur, non pas sur un tatami, mais dans des parkings au -3 qui sentent plutôt la pisse que le produit détergent. Et du coup, j'étais comme un fou, moi. Moi, c'était une compétition tout le temps. Je voulais être le meilleur, mieux. Je négociais les prix, j'avais des techniques de négo. Tu vois, c'était pas des passages, des finalisations, c'était la négo, la question à poser, le truc. Mais j'avais en backup ce garde-fou qui traduisait sur Excel. Et c'est pour ça que j'ai fait des super coups. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir cette humilité-là et de se dire,
on peut pas tout seul y arriver. Tu vois, un Michael Jordan, il avait un Pippen à qui il passait les ballons, il avait une équipe, il avait un coach incroyable. Il Mhm. faut avoir cette humilité-là. Et je pense que Mhm. il y a des gens qui veulent trop s'attribuer parfois tout le succès. Et je pense qu'il faut revenir à cette modestie en disant on a en fait une réussite, c'est comme un plat en cuisine. Tu vois, moi je dis souvent ça. C'est la combinaison, c'est le mariage de plusieurs ingrédients. C'est comme un musicien, un mec qui fait de la musique, il a son écriture, si c'est lui qui écrit, il a sa voix et il a la mélodie, le beat, quoi. Un rappeur, il a tout ça. Mhm. Donc, on a besoin de ça. Et je pense que j'aurais rien pu faire si j'avais été juste moi. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais. Ouais, c'est important aussi ce que tu dis là. Euh, Savoir s'entourer finalement et être capable, avoir l'humilité et l'intelligence d'aller chercher les ressources là où elles sont. C'est ça, être capable de faire les choses tout seul, finalement. Oui, c'est Être d'aller. capable tout seul de se dire, ah oui, telle personne elle va pouvoir m'aider sur ça. Après, tu sais, t'as beaucoup de gens aussi qui avaient beaucoup d'ego. Tu vois, moi, je vois dans le sport, ah non, pendant longtemps, Mhm. ça change un peu, mais je tentais de le dire aussi dans un podcast, c'est que t'as beaucoup de sportifs ou de fédérations ou qui pensent ne pas avoir besoin d'un prépa mental, qui assimilent ça à des problèmes psychologiques. Ah Mhm. bon, ben voilà, si on est à l'âge de pierre, on reste à l'âge de pierre, mais on va pas s'étonner de pas avoir des grosses performances. Mhm. Tu vois, à un moment, je faisais beaucoup de tennis, je voyais des mecs comme Djoko, etc. Mais je suis sûr qu'ils sont hyper entourés, c'est de ce point de vue-là, tu vois. Et À c'est ce ce qui leur niveau-là, oui. permet de travailler sur ça, d'être au clair. Et le tennis, c'est un sport super exigeant. Mhm. Euh, hyper, hyper, hyper exigeant en termes c'est un combat de boxe. Tu vois, t'es tout Ouais. seul, c'est horrible. Mentalement, c'est incroyable. Et, Mhm. euh, et oui, on a besoin de ça. Je pense que c'est vraiment ce que je Mhm. retiens. Et voilà. Je voulais t'interroger justement sur les parallèles, les similitudes que tu vois entre le JJB et l'entrepreneuriat, ton domaine d'activité. Ouais, Et tu vois, quand tu parles de négociation, négocier, j'imagine, bon, les prix, les frais, notaires, tout ça, mm, c'est une forme de JJB mental, c'est quoi. JJB. Ouais. Moi, le JJB, je le fais toute la journée dans tous les secteurs de ma vie. JJB, je le fais quand un client paye pas. Je le fais pas physiquement, hein, parfois j'ai envie, Mhm. mais euh, d'un point de vue N'étrangle pas stratégique. vos clients. Ouais, non, mais tu vois, quand je négociais, maintenant, je suis moins actif dans l'investissement parce que je suis dans une phase où j'ai plus envie de contempler, de revenir à une bonne alimentation, du bien-être. Je suis plus dans cette phase de bien-être, tu vois, Ok. Ouais. que d'arrogance, de la performance financière. C'est Mhm. pas une fin en soi, Mhm. l'argent, tu vois, aujourd'hui. Euh, c'est pas ce qui me drive, on va dire. Mais c'est sûr que oui, je le faisais. Le parallèle est très très clair. Je négociais tout, les frais de notaire avec le notaire, les honoraires. Euh, et c'est comme du JB quand j'arrivais face au vendeur, que ce soit l'agent IMO ou bien le vendeur qui vendait son parking, le soir après ma journée de taf, parfois avant le cours de JB à la Gracie Bar avec Julien, juste avant, tu vois. J'étais là, je négociais, alors je posais plein de questions. Pourquoi vous vendez? Ah d'accord. Et j'essayais de me mettre dans la psychologie de l'autre, un peu comme un sportif. J'essayais de me mettre dans sa psychologie aussi en me disant, quel est, qu'est-ce qu'il veut? La personne en face de moi, elle veut quoi? Et souvent, Mhm. dans la négo, je prépare un livre sur la négo d'ailleurs, sur la persuasion et la négo, je suis en train de le préparer. Parce que ça a été mon métier de 12 ans. Euh, les gens, je leur dis, mais mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Au lieu d'être centré avec vos petites questions, votre besoin, d'être auto-centré en disant, bah, moi, je veux acheter ça, 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 ça. J'ai ma liste de questions. L'autre, je l'écoute pas. Je le vois pas. On s'en fout de l'autre. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que l'autre veut? L'autre, il veut vendre vite. Eh bien, il a une notion de vitesse. Il veut aller vite. Il divorce, il déménage. Il a besoin d'argent. Il veut acheter une bagnole. Il veut faire un voyage. Il a besoin de vendre vite. La hantise d'un vendeur, de quelqu'un qui vend son bien immobilier, c'est de tomber sur un acheteur fantôme. C'est de tomber sur quelqu'un qui va lui faire perdre du temps. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La personne va préférer vendre 18 000 rapidement que 20 000 en prenant son temps. Celui qui dira le contraire, c'est quelqu'un qui est blindé, qui n'a pas besoin d'argent. Bien, ça Mhm. existe. T'as des gens, ils sont pas Mhm. pressés. Tu sais, ils te disent ça. Oh, je suis pas pressé. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'ego. Donc, ils préfèrent vendre en 2 ans que de négocier 2 000 € parce qu'ils ont l'ego. Avec moi, on négocie pas. Et de toute façon, j'ai de l'argent. Ces gens-là, je les compte pas. Mais quelqu'un de normalement constitué, il veut vendre vite. Donc, comme le JJB, il faut arriver à lire ton adversaire. Tu lis ton adversaire. Tu as un métro d'avance.
La personne, elle veut vendre vite. Donc moi, ce que je disais, j'avais des techniques très claires. Je disais, je reformulais en fait ce qu'il n'osait pas me dire. Bonjour monsieur, bonjour madame. Déjà, je crée un climat. Comment allez-vous? On vend à quelqu'un qu'on aime bien. C'est comme toi, je fais souvent ce parallèle. Tu veux acheter une paire de baskets, de Nike, tu as 2 boutiques, même prix, tu vas aller là où tu as discuté avec le vendeur. Voilà. Point. Donc, tu crées un climat. Ah, comment allez-vous? Ah, ça va bien, d'accord. Ah, j'ai vu que vous aviez cette voiture. Ah, d'accord, moi je l'ai eu, mon cousin l'a eu. Climat, étape 1. Et ensuite, tu vas reformuler ce que lui verbalise pas. J'imagine que vous êtes pressé. Ah bon? Comment il le sait? J'imagine que vous êtes pressé. Je vais pas vous faire perdre du temps. Ça, c'est des phrases magiques, ça, en égo. Je vais pas vous faire perdre du temps. Oh, on adore. Parce que la personne empathie. Je vais pas vous faire perdre du temps. Je comprends que vous êtes pressé. Moi aussi. D'ailleurs, je suis quelqu'un de bien constitué. On va aller dans le même sens. Et ensuite, il y a une notion très importante en égo, dans la psychologie de la vente. C'est concession-contrepartie. Si je veux négocier 2000 € sur la place de parking, il faut que je donne quelque chose en retour. Sinon, c'est de l'arrogance pure. Si je dis, moi, c'est 18 000, au revoir et merci. Ta gueule. Par contre, si je dis, moi, c'est 18 000 €, je négocie 2 000 par rapport au prix de 20 000. En revanche, je prends la décision aujourd'hui. Donc, vous gagnez du temps. Là, la personne est plus enclin, tu vois, à dire oui ou non. Donc, il y a concession contrepartie. Et ça, je l'ai appris quand j'étais commercial et que je vendais au téléphone dans une agence qui faisait de la pub pour des marques bio. Tout le temps, mes patrons qui me coachaient toute la journée, ils étaient derrière moi, en fait. Moi, j'étais en première ligne, ils étaient derrière moi, tu vois. Et ils me disaient, je disais, moi, ok, je faisais mon call, je disais, bon, qu'est-ce que je fais? La personne, elle veut négocier 15%. Qu'est-ce que je fais? Et moi, on m'apprenait, j'étais formé à ça, on me disait, tu peux donner 15%, mais tu dis à ton prospect, réponse aujourd'hui ou réponse demain. Je fais une concession, 15%, en contrepartie, la personne s'engage à donner une réponse aujourd'hui ou demain. Et je l'ai fait dans l'immobilier. Je négocie 10% sur le prix. En revanche, je m'engage, madame ou monsieur, à vous donner une réponse demain matin. Et la personne sera beaucoup plus à même de dire oui, parce qu'elle se sentira respectée. Au préalable, tu lui as verbalisé qu'elle était pressée, ce qui est vrai. Donc, tu crées une connexion émotionnelle. Et encore au préalable, tu as créé un bon climat, comme on appelle en vente, c'est-à-dire que tu as été sympathique. Donc, tu es sympathique. Bonjour, vous allez bien? Ah, machin, truc. Sympa, votre moto. J'ai la même, machin. Ah, vous faites quoi dans la vie? Tu vois, je posais beaucoup ça. Et on a toujours un point commun avec la personne. La personne va dire, vous faites quoi dans la vie? Ah, je fais du sport. Ah, ok, moi aussi, j'adore faire du sport. Faites quoi comme sport? Et t'as peut-être une chance que la personne fasse un sport que t'aimes. Donc, tu crées un bon climat. Tu verbalises des choses qui ne verbalisent pas, comme vous êtes pressé. Et ensuite, tu concession contrepartie. Et là, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à tes fins. Et ça, c'est un parallèle que j'ai appris dans la vente, mais que tu peux apprendre dans le sport aussi et dans le JJB, sur l'anticipation du mouvement, etc. C'est intéressant parce que finalement, on voit la négociation comme une façon d'arriver à ses fins, de satisfaire ses besoins, et tu nous dis, il faut chercher avant tout à satisfaire les besoins de l'autre. Totalement. La négociation, c'est pas un truc égoïste, j'arrive à mes fins. La négociation, c'est un processus intelligent, de bonne intelligence, en solutionnant au global. En fait, on est deux à trouver une solution. C'est la différence peut-être entre négociation et marchandage. Ouais. Quand tu marchandes, là, je sais pas si c'est... En fait, la négo, tout le monde a peur de ça. Beaucoup de gens ont peur de ça quand t'es pas formé. C'est le moment que tu redoutes. Moi, c'est le moment où je suis dans... Moi, la négo, je suis les pieds en éventail à boire un café. C'est le moment que je préfère. Je me délecte. Parce que je l'ai travaillé, tu vois. Techniquement, hein, c'est pas du blabla. Ouais, et on pense que le négociateur, c'est le beau parleur, le mec qui sort de sa bagnole, avec sa grosse montre, sa valise à roulettes. C'est terminé, ça. Le négo, c'est quelqu'un de très technique. La négo, c'est technique. Et il faut arriver c'est la rencontre en fait entre deux choses. C'est comme un couple. Un couple, c'est la rencontre entre un homme, une femme ou peu importe, mais c'est un compromis, c'est une rencontre. Donc c'est ça la négo, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux gens, c'est utiliser un langage, un champ lexical qui va rassurer votre interlocuteur sur des mots que lui-même ne verbalise pas.
vous êtes pressé, on va conclure rapidement, vous avez envie de vendre. Oh, quel bonheur! T'imagines, toi, tu vends un appartement parce que tu déménages et la personne en face de toi, t'as deux personnes. T'as une personne qui est arrogante qui dit moi je vous propose ça, 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 au revoir et merci, au revoir. Et t'as quelqu'un qui te dit Paul, bonjour Paul, je suis très content de vous rencontrer. D'ailleurs, je me suis permis d'aller voir qui vous étiez sur Internet. J'ai vu que vous aviez un podcast. J'ai écouté le dernier épisode, j'ai beaucoup apprécié. Rassurez-vous, alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas forcément le budget, j'ai un tout petit peu moins. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je décide très rapidement parce qu'on est vraiment très pressé avec ma femme. Je vais pas vous faire perdre du temps. Je sais d'ailleurs que vous avez une séance de sport après et puis un client. Je me permets de vous recontacter demain. Le prix sera un peu moindre, mais je vais décider vite. Je vous remercie. Waouh. Et là, tu as envie presque d'aider la personne. Tu te dis, ouais, j'ai quelqu'un d'honnête qui a créé une connexion avec moi et je vais être prêt à lâcher 15%. Tandis que l'autre qui était pas sympa, tu vas rien lui lâcher. C'est psychologique la vente. Ouais, c'est vrai. Et c'est des techniques, comme tu dis. Il C'est faut des être techniques. préparé. Il faut... C'est comme des ceintures, hein. La vente, c'est des techniques. Yes, ok. Un parallèle intéressant entre le JJB et ton domaine d'activité. T'es aussi, je crois, business angel, c'est-à-dire que tu investis dans des entreprises, des startups qui se lancent, c'est ça? Si tu peux nous en parler de ça, comment c'est venu ce truc-là? Écoute, comment c'est venu, c'est que la dernière boîte dans laquelle je bossais en tant que commercial, je peux le dire maintenant, c'était Technogym. Les sportifs connaissent bien Technogym puisque c'est les machines à fitness park, non? Exactement. Donc j'étais 4 ans en fait commercial chez Technogym et je vendais du matériel de fitness à des particuliers. Ok. D'accord. Ok. Donc des gens qui ont beaucoup d'argent parce que des Technogym c'est très cher, très premium. Tu vois le tapis de course bas de gamme, ça va être 3005 jusqu'à 21 000 euros, quoi. Tu vois, le truc où tu peux pousser comme un chariot qu'il y a dans les trucs de CrossFit, etc., qu'il y a dans les fitness parks, c'est 21 000 euros TTC, je crois. D'accord. Et du coup, c'est hyper haut de gamme. Donc moi, j'avais une clientèle, si tu veux, qui était très, très, très aisée, riche, voire les grandes fortunes qu'on connaît tous ici, les milliardaires français, c'était mes clients. Soit mes clients à moi, ou soit les clients de la boîte, mais je les côtoyais. Et je discutais avec eux. Je disais, mais toujours dans cet aspect de créer du relationnel que j'avais travaillé dans le parking, bah, je le mettais dans mon boulot, quoi. Et je disais, mais du coup, comment vous avez... Tu sais, moi, j'étais comme un gosse, quoi. J'étais, comment vous avez fait pour réussir? Enfin, je posais la question de manière subtile, mais... Et souvent, ils me disaient, il y a l'immobilier, puis j'ai investi dans des boîtes. Tu vois, il y avait des trucs de soit chef d'entreprise, soit des boîtes, des machins, des trucs. Et moi, c'est un truc que je connaissais pas. Et je me suis dit, vu que tu es un gars ambitieux, Alex, essaie à ton tout petit niveau d'utiliser les méthodes des milliardaires. Comme le mec, par exemple, ou la nana que t'accompagne dans le JJB, on va prendre le JJB parce que c'est mon sport, qui va utiliser les techniques des stars du JJB, soit l'entraînement ou les techniques tout court, pour pouvoir performer, et ben moi, je voulais utiliser les méthodes de ces gens-là pour pouvoir m'émanciper financièrement. Ou au moins aller vers là où je voulais aller, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, j'ai investi dans des boîtes, etc. Moi, je dis, j'ai pas les moyens, forcément, tu vois, mais donc, quand j'ai arrêté de bosser, j'ai sorti mon bouquin et tout, et je me suis souvenu de ça. Et j'ai tapé sur Internet, investir dans des startups, investir dans des entreprises. J'ai trouvé un club de Business Angel à Paris. J'ai toqué à la porte. Salut, bonjour. Voilà, moi j'ai fait ça. J'ai sorti un bouquin, j'étais dans les parkings. Ah, c'est marrant, ton histoire, c'est intéressant, viens, etc. Donc, toujours l'intérêt de créer un bon relationnel. Et après, j'ai investi dans 11 entreprises. C'est de l'argent quand même qui est à moi, hein, donc j'ai mis beaucoup ma chemise, quoi, comme on dit. C'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans un appartement, par exemple. Sympa d'ailleurs. Et j'ai investi dans des enseignes de restauration, une chaîne de resto marocaine qui s'appelle Choukran à Paris, des boulangeries, enfin pas mal, 5 restos, et l'autre c'est des boîtes B2B, SaaS, etc. Et ça m'a éclaté parce que si tu veux, l'idée c'est que tu mets des parts, enfin tu mets de l'argent sur la valorisation d'une part, et ensuite quand l'entreprise va vendre les parts, va se faire racheter au global, où il y a un fonds d'investissement qui va racheter tes parts, l'idée c'est d'avoir une plus-value en fait. Que les parts que tu as achetées, je sais pas, si tu as acheté des parts pour 5 000 euros, que ces parts-là valent 3 fois plus, par exemple, dans 5 ans ou dans 3 ans. C'est ça la promesse. Et
t'as juste un rôle d'investisseur ou est-ce que t'as aussi un rôle de mentor, de conseiller pour ces gens qui se lancent? Ouais. Ouais, ça c'est un bon point. Tu peux avoir un rôle de mentor si tu le souhaites. Ok, Et si souvent tu mets beaucoup d'argent, tu es un peu leader dans l'investissement. d'accord. Moi, si tu veux, mes moyens sont quand même limités par rapport aux autres investisseurs. Mhm. Donc du coup, je suis un peu suiveur dans le truc. Ok. Et en plus de ça, c'est chronophage d'aider les entrepreneurs. Et Mhm. t'es pas payé. Et il y a Mhm. un moment, enfin, tout travail mérite salaire quand même un moment, quoi. Tu vois, on vit dans des villes, etc. Mhm. Donc, aux États-Unis, c'est un peu plus accepté d'avoir ce rôle d'advisor, c'est-à-dire que Ouais, tu vas être rémunéré pour des conseils que tu apportes. ouais. Le problème de la France, c'est qu'on a du mal à se faire payer pour le conseil. On appelle ça la smart money dans les startups. Mhm. Ok. Et on a du mal, en fait, à accepter de se faire payer pour du conseil en tant qu'investisseur. En gros, tu as investi, donc tu donnes des conseils gratos. Mais moi, ça me va pas. Mhm. Mhm. Parce que j'ai 38 ans, j'ai pas 83 ans. Si j'avais Mhm. 83 ans et 50 millions d'euros, peut-être que je ferais des conseils gratuits. Mais là, j'ai des charges. Je suis pas d'accord en fait avec cette formule-là. Donc du coup, j'ai jamais réussi en fait à faire ça. Donc je peux le faire si j'ai de l'affectif avec la personne, Ouais. mais si la personne s'attend à que je l'aide gratos pendant des années sans être payé, même Mhm. si j'ai mis un peu d'argent, ça me Ok. convient pas. Ouais. Je te demande parce que justement là, dans ton discours, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui t'anime, c'est la transmission. Tu vois, tu Mm, parles des livres que tu écris, mm, de jeter des bouteilles à la mer. Il me semble que tu as aussi organisé un bootcamp sur mm. l'investissement où tu as accompagné des gens. Ouais. Tu es beaucoup dans la transmission. Et, euh, et du coup, j'imagine que tu as beaucoup à apporter justement à des gens qui se lancent, qui sont dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, tu vois. Pourquoi aujourd'hui, c'est essentiel pour toi de transmettre aux autres, comme un petit peu un sportif de haut niveau qui devient entraîneur, quoi. Parce que tu vois trop de gens se gâcher et j'ai envie d'éviter aux autres les erreurs que j'ai faites. Moi, je gérais très mal ma thune. J'étais Hmm. perdu à une époque, c'était compliqué d'un point de vue du cocon familial, d'un point de vue financier aussi. Et du coup, j'ai envie d'éviter aux gens de faire ces conneries-là. Ouais. Et je suis un grand affectif, Paul, tu vois. J'aime aider, je trouve que c'est ça le but de la vie. L'argent, c'est pas une fin en soi. Tu vois, j'avais pas d'argent. euh, J'avais un peu d'argent, ensuite j'en avais plus quand mon père est parti parce que tu vois, c'est un peu déclassement social quoi. Ensuite j'en ai eu parce que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait des bons investissements. Et maintenant je me dis à bientôt 39 ans au mois d'avril prochain, euh, à quoi bon? Tu vois, j'ai un cas de conscience. Je me suis dit cette performance toujours d'aller chercher de l'argent, de trucs, c'est quoi le but en fait? Tu vois, et on revient à ce que tu me disais de la définition en fait des valeurs. Mhm. Et moi, les valeurs, en réalité, je les ai définies il y a pas longtemps, tu vois. C'est-à-dire que j'avais des objectifs avant de mettre des valeurs. Hmm. Donc, j'ai eu des objectifs de vouloir gagner de l'argent, peut-être des représentations mentales de qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce que la société veut, tu vois. Et une fois que j'ai atteint mon objectif, parce que moi, je l'ai vraiment atteint mon objectif, parce que j'ai vraiment pu Mhm. arrêter de travailler, c'est concret, ça, tu vois, il n'y a pas d'interprétation possible. J'avais un salaire, j'ai Mhm. remplacé mon salaire par des loyers. Ça, c'est concret. Donc, Mhm. une fois que j'ai atteint mon objectif, que je suis devenu champion, entre guillemets, du monde de mon truc de parking, c'est quoi la Mhm. next step? C'est comme un sportif qui gagne les JO, c'est quoi la next step? C'est quoi qui est plus gros que ça? Et ben moi, ce qui est plus gros que mon petit succès à moi qui n'intéresse que moi finalement, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout en fait. Mhm. Et ben je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus grand? Bah ça va être de retransmettre et c'est ça qui m'intéresse, parce que dans les bouquins, tu gagnes pas grand-chose en vérité. Tu gagnes Mhm. 1,50 € sur un livre. Mhm. Mhm. Sur un livre à 20 balles, tu gagnes 1,50 € à peu près. Le moins bien payé de la chaîne, c'est l'auteur. Donc je Mhm. fais pas ça pour l'argent. Si je voulais faire un truc pour l'argent, je serais resté salarié. Parce que j'étais cadre commercial chez Technogym, j'avais la voiture de fonction, j'avais le déjeuner, l'ordi, le téléphone. J'aurais pu avoir Ouais. des évolutions de carrière. Ça, plus les parkings. Mhm. Mais j'ai quitté. Donc si j'ai voulu sortir en fait de ce côté corporate
Mmh. Et du coup, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est quand je fais une conférence, quand je fais un séminaire, un truc immobilier, c'est les bouquins que je vais écrire. J'ai un éditeur qui me suit beaucoup, Erol. Et puis après, le sport. Tu vois, là, hier, par exemple, je voulais aller faire un truc en Espagne, un festival de yoga, JB, je sais plus où. Aujourd'hui, j'ai envie de ça, j'ai envie de découvrir des pratiques. Euh, j'ai envie vraiment d'avoir les yeux d'un nourrisson, Mmh. des yeux neufs. Et l'argent, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'avoir du temps libre. OK. L'argent, malheureusement, c'est un truc dont on a besoin dans la société moderne. C'est compliqué de faire abstraction de ça, malheureusement. Mmh. Mais c'est un moyen d'aller. Pour moi, tu vois, la définition du truc, c'est que l'argent, c'est un moyen de réactiver ses passions. C'est un peu la Ouais. conclusion du livre. C'est un moyen de réactiver tes passions. Tu vas avoir besoin de cet argent pour pouvoir revenir à tes passions. Comment? En dégageant du temps libre. En dégageant du temps libre, et si tu as un petit peu plus d'argent, tu vas pouvoir redécouvrir la musique, la peinture, le sport, le JB. Euh, mais il faut sortir du stress financier quotidien, du métro boulot dodo qui tue tout le monde. Et Mmh. ça, c'est pas un luxe. Enfin, ça paraît un luxe, mais c'est un plan d'action. Ouais. C'est une Et méthode. justement, là, tu as un livre qui arrive, il me semble, qui parle beaucoup de ça, de mindset, de Ouais. relation à l'argent, c'est ça? Tu peux nous en parler, me parler un petit peu du contenu, du message peut-être, de la philosophie que tu essayes de transmettre à travers ce livre? Ouais. Et j'ai une question sous-jacente, c'est comment tu penses que ça va être perçu, que ça va être reçu en France, où j'ai l'impression que le sujet de l'argent, la relation à l'argent, il est un peu tabou, on n'en parle pas, ou tu vois, il y a une vision qui peut être un peu négative par rapport à ça. Tout le premier tiers du livre, c'est ce que tu viens de dire. La relation à l'argent. D'où ça vient? Et j'ai fait des recherches. Ça vient de la Révolution française, le catholicisme. Oh, en France Euh, spécifiquement, la ouais, relation à ouais. l'argent des Français. Mais moi, je comprenais pas. Hmm, Parce que moi, j'ai pas ça chez moi. Ma mère, tu vois, elle lit des livres de dev perso. Donc, nous, on n'a pas ce souci-là. hmm, Et je vois tous les soucis. Et je me dis, d'où ça vient? J'ai pas les compétences. J'ai pas la culture générale pour ça. Donc, j'ai fait des recherches. Et en fait, ça vient ça vient du catholicisme aussi, qui considère que bah, l'argent, il faut le redonner. Ça vient du monde moderne capitalistique où on oppose le patron avec le salarié, l'ouvrier mhm, utilisé, spolié. Ça vient de la Révolution française. Ça vient de plusieurs facteurs historiques en fait. Spécifiquement en France, je te parle. Après, je fais le parallèle avec les États-Unis, donc il y a cette partie-là. Et ensuite, une fois qu'on a dépeint en fait bah, toutes les idées reçues, tout le lourd héritage sur la relation à l'argent qu'on a, qui est un truc hyper important, et bah après là, je donne des méthodes pour bah, gérer ses désirs. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que plutôt qu'un livre, tu vois, moi, ça m'intéressait pas de faire un bouquin sur devenir plus riche. Je m'en fous, moi. Quelqu'un qui est déjà riche, c'est son problème, qui se hmm, démerde. Bravo. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, avec un petit salaire, je peux m'enrichir. Bah, en fait, c'est gérer tes désirs. Tu vois, quitter un peu TikTok. Peut-être que tu rêves d'avoir une super bagnole ou une super montre ou un super kimono à 300 euros, mais t'as peut-être pas besoin en fait. Au lieu de t'acheter un Shoyoroll à 300, tu vas peut-être acheter un Decathlon à 50. Ça suffira en fait. Ce sera aussi bon en jujitsu. Et en fait, c'est d'arriver à, à maîtriser tes désirs, à maîtriser ton ego et à apprendre à te connaître. Ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Donc ça, c'est la hmm. deuxième partie. Et ensuite, Dans un j'explique. monde où on te pousse à consommer Ouais, au max quand même. d'où l'intérêt de virer les notifs, d'où l'intérêt de faire attention. Tu vois, par exemple, moi sur les réseaux, je suis très présent, mais je ne consomme pas beaucoup. Je poste, paf, je consomme Hmm, pas beaucoup. hmm, Donc, on a besoin de ça pour faire vivre une académie, quand tu es prof, pour faire vivre un athlète. Aujourd'hui, tu le sais très bien, les athlètes de JB sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. mhm, Et donc, il y a ça. Et ensuite, je donne des méthodes sur comment investir dans l'immobilier, la bourse, tu vois, la création de contenu, les droits d'auteur quand tu es auteur, etc. Et ensuite, j'explique justement que bah, l'objectif, c'est de revenir à ses passions, de se reconnecter, de faire du sport, de bien manger, etc. Donc en réalité, c'est un livre qui est hyper dev perso, mhm, euh, un peu essai, tu vois, avec des opinions, un peu dev perso et un peu guide pratique. Donc mhm. il est formaté comme un guide pratique plutôt, parce que Erol, ils adorent les guides pratiques. Ouais. Et puis en France, le guide pratique, c'est un truc qui marche assez bien, enfin moins bien qu'aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, à Dubaï, les guides pratiques, ça cartonne.
Euh, mais c'est ça la vision. Et c'est ça en fait le bouquin. Il s'appelle Construis ta liberté financière pour une vie sereine et choisie. Donc en fait, c'est sous le prisme de la liberté financière que tu vas pouvoir réactiver de la liberté en toi. Donc c'est vraiment le bouquin que je voulais écrire et que j'ai écrit. Et j'ai envie de percer, tu vois, j'ai envie d'être champion du monde de jiu-jitsu dans le livre. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas un Timothy Ferris qui a fait la semaine de 4 heures? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Tony Robbins? Pourquoi est-ce qu'en France, ceux qui font du dev perso, ils sont obligés de le maquiller dans un roman feel good? Les seuls bouquins de dev perso qui marchent, c'est des romans. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, le rayon développement personnel, il était dans le rayon ésotérisme, caché au fond du rayon de la librairie. C'est ça la vérité, Paul. Et j'ai discuté 1000 fois avec des libraires de toute la ville. C'est que pendant longtemps, c'était un truc qu'on prenait pas au sérieux parce qu'on est le pays de la littérature, de la culture. C'est le prix Goncourt, c'est Gallimard, c'est les... Oui. Tu vois, faut être soit un essayiste politique. Voilà, en fait, en France, à l'époque, ça change. Fallait soit être un essayiste politique, un intellectuel de Sciences Po, politique, etc., ou soit être un grand romancier déconnecté de la réalité. Ouais. Mais la personne qui arrive avec un livre concret à l'américaine, on se foutait de sa gueule. Et là, c'est en train de changer. En ce moment, c'est en train de changer. Et moi, mon pari, je vais voir si j'y arrive. L'avenir me le dira. Mais je travaille très, très dur sur ça tous les jours. C'est qu'on peut avoir aussi des livres pratiques et que ces livres pratiques peuvent être très grand public. Moi, ma conviction, c'est qu'un livre pratique peut être très grand public et qu'un livre pratique n'est pas forcément un livre de niche. Ouais. Et c'est très dur parce que moi, il y a des gens qui se foutaient de ma gueule, qui me disaient, des gens très intellectuels qui me disaient, mais t'appelles ça écrire un livre? T'appelles ça un livre? Excuse-moi, ouais, il est bien écrit, j'ai travaillé le style, ouais, j'appelle ça un bouquin. Et ma conviction, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir faire des guides pratiques qui vont être grand public et qui vont pas être des trucs nichés que tu vas vendre à 500 exemplaires. Ok, c'est marrant parce que dernièrement, il y a 2 personnes qui m'ont dit d'écrire un livre. Qui m'ont dit tu devrais écrire un livre, recueil de tes pensées, de tes réflexions là sur tout ce qui est préparation mentale et méditation. J'ai pas du tout pensé, c'est pas du tout la priorité. Mais tu peux, si ça germe en toi, il y a des éditeurs qui sont très bons dans ta thématique. Peut-être un jour. Peut-être. Ouais, tu m'enverras un message. Ouais, je te dirai quels éditeurs sont bien pour toi. Mais par contre, je te le souhaite parce que écrire un livre, waouh, émotionnellement, tu lâches un sac à dos. Ouais, quoi. c'est vrai. Hein, c'est cool pour aussi diffuser le message que tu as envie de faire passer. Hein. Et tu as des gens qui vont t'écrire sur Instagram et ils vont dire, Paul, qui vont t'envoyer une photo. Ça, c'est émotionnellement, tu as les larmes aux yeux. Ils t'envoient une photo, ils sont à la plage. Ils disent, tiens, Paul, j'ai ton livre, je l'ai lu, ça m'a changé. Tu reçois ça, le matin, tu bois ton café. Waouh, ta journée, elle commence très, très bien. Tu vois, ça, c'est le cas, moi, avec le podcast. Il y a beaucoup de gens qui me disent, putain, cet épisode de podcast, il a créé un déclic chez moi. Ou ton podcast, en général, il m'a permis de m'éveiller à ça, de mettre ça en place dans ma vie. C'est vrai que ça me fait hyper plaisir parce que c'est le but, c'est de diffuser ce message et cette vision-là à fond, quoi. Là, tu le fais à travers on a le même but, en fait, toi et moi, finalement. C'est vraiment de faire bouger les choses au-delà de notre petite personne. Yes. J'espère que le message continuera à passer. J'ai prévu un petit quiz rapide. Vas-y. Sous forme le meilleur, le pire. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac, ok? Ouais. Le meilleur investissement que tu aies réalisé? C'était le parking. Mais il y a un parking en particulier ou... Ouais. Dans le 18e, près de Gracie Barra, 18e. Ok. Super. Le top parking. Le pire investissement que tu aies réalisé? Le pire investissement que j'ai réalisé, ça a été dans une start-up qui marche pas trop. Ok. Le meilleur moment que tu aies vécu sur un tatami? C'est à chaque fois. Quand c'est dur. Moi, j'ai un problème avec ça. J'aime bien quand c'est rugueux, quand c'est dur, quand je me dépasse, quand j'ai l'impression d'être nul et de réapprendre. Donc, c'est à chaque fois quand je suis pas dans ma zone de confort. Ça, j'en ai marre de ça. Le pire moment que tu aies vécu sur un tatami?
quand tu t'ennuies, quand c'est trop facile, tu tournes avec des gens que tu connais par cœur et que c'est un espèce de drill et que tu progresses pas sur toi. Ça arrive. Mhm. Ok. Le meilleur livre que tu aies lu? Je dirais Manuel d'Épictète, c'est la philosophie des stoïciens, lui et d'autres, mais les Puissant. stoïciens, qui t'expliquent que ce qui dépend de toi, faut s'en occuper, ce qui dépend pas de toi, tu le laisses. C'est puissant. Ouais. Très très puissant le manuel d'Épictète. Je recommande. Le pire livre que tu aies lu? J'ai pas un titre en particulier, mais c'est des bouquins un peu d'entrepreneurs auto-centrés, creux, mal écrits. Il y en a plein Ok. à la Fnac. Ah ouais. La meilleure décision entrepreneuriale que tu aies prise? D'arrêter d'être salarié. Ouais, c'est celle-ci. Franchement, ça a été flippant. Ça l'est Mhm. encore, hein, parfois, je suis honnête. Mais waouh, alignement total. Je me sens bien. Ok. La pire décision ou le plus grand défi que tu aies dû surmonter en tant qu'entrepreneur? Le plus grand défi, je pense que ça va être de percer en tant qu'auteur et de vivre des ventes de livres. Là, je vais être champion du monde adulte ceinture noire. Là. Mhm. C'est la même chose. Mhm. Ouais. C'est la même Et chose. tout ce que ça implique, du coup. La même chose. C'est Mhm. du même degré. Ouais. Ok. Euh, la meilleure routine que tu aies mise en place pour ton mental, ton état d'esprit? Couper le téléphone le plus possible. Je parle pas de couper les notifs, mais couper le téléphone. Mhm. Typiquement, là où je me sens le mieux, tu vois, en tant qu'entrepreneur, parfois on bosse tout le temps, le week-end y compris, mais quand je coupe mon téléphone, je suis en vacances. Donc ça peut m'arriver de le couper, par exemple, le vendredi et de le réallumer le samedi ou le dimanche. Quand je Mhm. coupe mon téléphone, j'ai Ok. du temps pour moi. Ouais. Très La puissant. pire habitude que tu as dû corriger pour ta santé mentale? La pire habitude que j'ai dû corriger pour ma santé mentale, à un moment, c'est d'arrêter de plaire aux autres, quoi. Hmm. Hein, Le d'avoir ce besoin de déclic de se dire je validation, m'en de... fous, quoi. Ouais, Je suis dans mon truc. ok. Top, top, merci. Est-ce que tu veux revenir sur une des thèmes là, de ce petit quiz, approfondir? Ouais, le dernier, Mhm. c'est important de sortir de vouloir plaire à un parent, un frère, une sœur, un copain, une copine, et de faire les choses pour soi. Ça, c'est très, très important. Ouais. Je pense qu'il faut avoir ce déclic-là. Après, on peut le travailler avec des gens comme toi, mais Mhm. c'est important de... Mais j'ai beaucoup aimé un truc, là, tu vois, j'ai appris quelque chose. C'est qu'avant, ça m'a marqué, hein, quand on va raccrocher, je vais y repenser, avant de définir des objectifs, il faut définir ses valeurs. C'est Mhm. très puissant. Les valeurs. Et en fait, si tu n'as pas défini tes valeurs, presque tu peux définir des mauvais objectifs. C'est un peu ce que Ouais, tu dis. Hein, tu c'est vois. ça, ouais, complètement. Et waouh, c'est. Mhm. On aurait dû faire cet épisode avant que je fasse mon livre. J'aurais pu l'intégrer, mais c'est très très Pour le puissant prochain, pour le prochain. pour le prochain. Mais c'est vrai que offrez-vous le luxe de prendre de la hauteur et de prendre un petit peu de recul en fait sur votre vie. Hmm. Et ça va être vertueux. Yes. J'arrive au bout de mes questions. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que, pour conclure, voilà, il y a un message que tu aimerais transmettre, rabâcher là à nos auditeurs avant qu'on se quitte? Bah, merci Paul pour ce moment avec toi. J'espère que vous avez apprécié. Euh, le message que je pourrais donner, c'est de dire, bah, en fait, un changement, c'est que des petites habitudes et c'est pas forcément une grande décision. Donc, c'est très important de comprendre ça, que ça va être des petites habitudes alimentaires hein, pour ceux qui parlent de nutrition. Ça va être des petites habitudes sportives et c'est vraiment de créer cette routine qui va être au service de vos objectifs. Donc, créez-vous ces petites habitudes, enlevez les mauvaises habitudes, dépensiez, que ce soit en finances personnelles, que ce soit dans le sport, etc. Et après, vous allez progresser. Je pense que chaque jour, il faut arriver à progresser sur soi et à chercher la progression. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de chercher la progression pour soi et puis aussi quand on accompagne des gens pour eux. Mais
Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et juste le mot de la fin, c'est que il n'y a rien qui est trop difficile à obtenir. En fait, c'est simplement qu'il faut découper le morceau en petites parts. Ça fait quoi ce que je dis? Tu manges une pizza, tu vas pas avaler en un morceau, en une bouchée, quoi. Tu vas la couper, etc., comme une part. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans le business, dans l'immobilier. Je partais de très, 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 très loin. Et petit à petit, j'ai réussi à faire. Dans le sport, c'est pareil. Hein. T'en as qui ont pas le physique idéal, le mental idéal, et ils arrivent à force d'entraînement, d'accompagnement. Je pense que c'est important d'avoir cette vision de patience aussi. Les nouvelles générations ont beaucoup de mal avec ça. Tout de suite, l'instantanéité, c'est TikTok. Moi, je suis sur TikTok aussi, mais on veut tout de suite. C'est l'algorithme, c'est la première seconde. Maintenant, ça va être le 10e de seconde. Si dans le 10e de seconde, tu n'as pas hooked ton viewer, il part. Je pense que c'est important de contrebalancer avec beaucoup de patience, quoi. Et apprenez à vous ennuyer aussi. Les gens s'ennuient plus. C'est quand tu t'ennuies que tu deviens créatif. Quand tu t'ennuies que tu as envie d'écrire un bouquin, tu as envie de lancer un podcast, tu as envie de faire un sport, tu as envie de méditer. Faut apprendre à s'ennuyer. On coupe tout, on fait rien. Et là, il va naître des choses, là. Tu prends un stylo, une feuille, il va naître des choses. Voilà. Yes, top. Merci pour ce rappel et pour ce bon message. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur cet échange. À suivre aussi Alexandre. On peut te retrouver sur Instagram, c'est ça? Ouais. T'as un site internet aussi où on peut J'ai un site, mais c'est plutôt sur la partie livres, etc. Mais Instagram, c'est là où je mets le plus de choses, y compris du sport de plus en plus. Ouais. Mais Insta, LinkedIn, où vous voulez. Top. Pour suivre les aventures d'Alexandre et ses actualités. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour ta participation. Merci, Paul. Merci à toi. Plaisir. Et puis à la prochaine. À bientôt sur les tatamis. Salut. Salut tout le monde.